Amis du livre, bonsoir et bienvenue chez vous. Et oui, ici, vous êtes chez vous. Au fil des pages, c'est votre magazine qui vous donne les tendances littéraires ivoiriennes et même internationales. On parle de tout, on parle avec des auteurs, on parle de nouvelles sorties, on parle de tout ce qui fait bouger la sphère littéraire en Côte d'Ivoire. Et pour ce numéro, nous sommes très contents. On a le grand plaisir d'avoir une auteure à succès qui marque d'une encre indélébile les pages de la littérature ivoirienne et même africaine. Elle est journaliste, auteure de 13 ouvrages. Les coups de la vie 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Également auteur de Altiné, mon unique péché, Saphora, L'odeur de la haine, Ferla ou le dernier maillon de la chaîne, Un rêve presque impossible et La révolte d'Agba le manioc. Vous l'avez sûrement reconnu, Onzata Ouattara est sur ce plateau. Bonsoir Onzata. Bonsoir Eva. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous êtes une inspiration pour énormément de jeunes filles. On l'a dit, journaliste, aujourd'hui auteur de 13 ouvrages, dont Les coups de la vie 7, dont on parlera dans quelques instants. Pour revenir sur votre parcours, vous étiez dans une rédaction, la rédaction d'un journal qu'on connaît tous, qu'on ne citera pas. Vous étiez l'animatrice justement de la rubrique éponyme. Oui, c'est vrai. Alors, j'étais commerciale à la base. Et lorsque mon patron a eu l'idée de mettre le magazine sur le marché, j'ai proposé cette rubrique Les coups de la vie, que j'anime aujourd'hui et qui a été l'objet de recueils de nouvelles. Édité en 7 tomes. 7 tomes. Oui, c'est cela. Donc il y a toujours de la matière. Oui, il y en a. Parce que il y en a suffisamment. Cette histoire d'amour dure quand même depuis 2004. Oui, 2004, 18 ans que j'anime cette rubrique. Et voilà, on est à 7 tomes des coups de la vie. Et ce sont donc des témoignages, des personnes qui viennent vous relater des faits marquants de leur vie. Très souvent, ce sont carrément des parcours de vie, parce que ce sont des histoires qui s'étalent sur des années et des années. Vous prenez le temps de les écouter et ensuite de les retranscrire. Oui, je recueille les propos. En fait, j'écoute d'abord. Tout commence par l'écoute. Et je recueille les propos de ces personnes-là que je traite. Et par la suite, on porte cela à la connaissance du public. J'avoue que ce n'est pas un travail facile parce que pour relater ces faits, il faut vraiment pouvoir se mettre dans la peau de ces personnes qui nous racontent leur histoire. Donc, par moments, j'ai pleuré avec ces personnes, on a ri ensemble, on a partagé des moments. Ce sont des personnes avec qui je garde vraiment le contact sur le long terme. Donc, c'est vraiment pas facile de se mettre dans la peau de quelqu'un et pouvoir ressortir son témoignage avec toutes les émotions. Parce qu'en général, les histoires sont à la première personne. Oui. Et les témoins que vous recevez n'ont pas toujours le beau rôle. Certains avouent que ce sont des personnes qui ont fait du mal à d'autres. Oui. Donc c'est un peu comme un confessionnal. Oui, c'est le plus difficile. Et donc il faut pouvoir faire comprendre à ces personnes-là que ça peut arriver à tout le monde. Le tout, c'est de pouvoir s'inspirer de ces faits-là et de pouvoir remonter la pente, je dirais se relever, ou encore de se prémunir. Voilà, c'est un des rôles des coups de la vie. On en tire des leçons, mais il faut pouvoir se relever. On apprend des erreurs des autres. Très bien. On revient dans quelques instants sur le plateau pour continuer à en parler. Pour l'heure, on rejoint Renaud Kobia, qui était en compagnie de la promotrice du Salon du Livre de Cocody, Madame Christiane Diahué, qui fait le bilan de la première édition, qui s'est tenue en avril dernier, et donne les perspectives pour l'édition à venir. Cette édition est prévue pour mars 2022. Lors de la première édition, Monsieur le maire de la commune de Cocody nous a fait la promesse de bâtir à Cocody une bibliothèque parce que c'est ce que nous lui avons demandé dans notre allocution. Et il a aussi décidé d'accompagner cet événement tout le temps qu'il sera aux affaires à Cocody. L'accompagnement en tant que moral, l'accompagnement en tant que soutien physique, l'accompagnement aussi en tant que soutien financier, mais l'accompagnement en tant que projet culturel de grande envergure dans la mesure où nous sommes une commune intellectuelle.
Monsieur le maire, en tant qu'homme de culture, en tant qu'homme qui aime le livre et qui encourage les enfants à lire, a trouvé ça comme une opportunité culturelle qu'il fallait saisir au rebond. Et c'est ce qu'il a saisi. Et l'année dernière, la première édition a eu lieu avec tout son soutien et avec le soutien de son épouse, Mme Yolande Yassé, qui en a été la marraine. Nous sommes prêts à l'accompagner et le conseil municipal est décidé à faire de ce salon du livre de Cocody une identité culturelle de notre commune. Nous avons organisé le lancement de la deuxième édition du Salon du Livre de Cocody le 23 novembre 2021 pour porter l'information aux partenaires, aux sponsors, aux annonceurs, au pouvoir public. Et voilà que nous nous préparons pour l'organisation de la deuxième édition du Salon du Livre de Cocody qui aura lieu du 24 au 27 mars 2022. Comme attraction, en plus de celles que nous avons déjà eues à la première édition, notamment des concours de dictée, de lecture, des cafés littéraires, des conférences, etc. Nous aurons des colloques, des tables rondes, des ateliers ludiques et éducatifs. Nous nous adressons en premier lieu au pouvoir public. Il faut que les pouvoirs publics soutiennent les activités relatives aux livres. Voilà. Et en second lieu, il faudrait que les parents s'impliquent un peu plus dans la pratique de l'outil, de cet outil éducatif qui est le livre. Parce que nous estimons que les enfants, en fait, copient. Ils copient ce qu'ils ont en face d'eux. Ils regardent des parents qui ne lisent pas, ils ne liront pas. Quand ils ont en face d'eux des parents qui ne lisent pas, ils ne liront pas. Quand ils ont en face d'eux des parents qui lisent, ils lisent, en fait. Donc, voilà. Il faut que chacun s'approprie l'outil du livre, quoi, si je puis m'exprimer en ces termes. Voilà, je vous rappelle que cette rubrique est la vôtre. Et si vous avez des événements, des cafés littéraires, des sorties d'ouvrages, tout ce qui a trait en tout cas à la littérature, n'hésitez pas à contacter l'équipe de production au numéro qui va s'inscrire sur votre écran. Et nous ferons le plaisir d'en faire un compte rendu fidèle sur ce plateau. On revient avec notre invité Anzata Ouattara. On parlait donc du processus d'écriture des coups de la vie particulièrement. Mais sinon, pour les autres ouvrages qu'on a cités précédemment, vous avez l'habitude de vous retirer dans des résidences d'écriture. Effectivement. Alors, je me sens beaucoup plus efficace comme ça. J'ai entendu des auteurs dire qu'ils ont l'habitude de faire plusieurs années sur une œuvre, mais moi, je n'ai jamais réussi à le faire parce que quand j'ai une idée, j'ai bien envie de commencer et de terminer aussitôt. Donc, je ne suis pas très patiente. Donc, le plus souvent, je vais en résidence d'écriture et en 5-7 jours, je finis d'écrire une œuvre. Mais déjà, en amont, il faut réfléchir, il faut construire l'histoire dans son esprit, il faut faire des recherches quand il y a lieu. Donc, c'est tous ces processus qui donnent ça. D'accord. Alors, ça, c'est pour les romans que vous écrivez. Pour les coups de la vie, on l'a dit, ce sont des recueils. Donc, c'est une sélection d'histoires, peut-être les plus poignantes. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça peut durer sur une année. À chaque fois que je vois une histoire qui est pertinente, et il faut dire que pour les histoires, quand les histoires me parlent vraiment, je regarde déjà la pertinence de l'histoire et la leçon de morale qu'on peut tirer à travers l'histoire. Et je note, je mets de côté et au fur et à mesure, quand j'atteins un certain nombre, je me dis, bon, c'est bon pour un recueil de nouvelles. Mais en même temps, il faut animer la rubrique chaque semaine dans le magazine. Donc, ce n'est pas très évident, mais bon, on aime ce qu'on fait. Et les coups de la vie ont aussi donné lieu à une série à succès. Oui, les coups de la vie adaptés à l'écran par Lully Grasse Productions. De Franck Bléhy, qu'on salue d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et c'est toujours un succès. Alors, pour vous, qu'est-ce qui explique le succès des coups de la vie, version hebdomadaire, version recueil et version télévisée? Qu'est-ce qui attire autant les gens dans les histoires des autres, on dira? Alors, je dirais que c'est surtout la simplicité de l'écriture et le fait que les histoires sont très proches de nous.
les coups de la vie, c'est ce qu'on vit au quotidien. Ce sont les soubresauts de la vie. Ce sont des faits divers qui ont pour objectif de nous relever ou de nous prémunir. Donc, on se sent très proche des histoires qu'on raconte à travers les coups de la vie. Donc, voilà, ça intéresse parce qu'on se dit, ça pourrait être moi. C'est ce qu'on se dit. Et même quand c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, on se dit, mais comment quelqu'un a pu vivre ça et tout. Donc, c'est vraiment proche de nous. Et c'est cette facilité dans l'écriture et les émotions qu'on arrive à transmettre à travers les coups de la vie qui font le succès, je dirais. Et les histoires sont tellement variées. On part d'histoires familiales à des histoires d'argent, à des histoires de famille. En fait, il n'y a pas de balise. Voilà. Je ne choisis pas les thèmes qu'on doit me confier. Donc, il suffit que quelqu'un ait envie de raconter un déboire, qu'on me contacte. Et puis, bon, voilà, moi, je me fais fort d'écouter et puis de partager ça avec le public. Donc, je permets à la victime ou encore au témoin de se lâcher. Il y a également des histoires mystiques Oui. qui sont abordées très souvent d'ailleurs, Très souvent, oui. dans un contexte africain, dans un contexte ivoirien, où on sait que ces choses-là existent. Oui. Et pour parler donc du contenu de Les coups de la vie 7, on parlera de la toute première histoire, Pour une promesse non tenue. Oui. Alors, Pour une promesse non tenue, et comme le titre l'indique, c'est Badina qui n'a pas respecté sa promesse. Avant d'aller en Europe, il avait promis à son père qu'il reviendrait épouser sa fiancée. que son père... Le choix, oui, le choix de son père. Et malheureusement pour lui, étant là-bas, il est tombé amoureux d'une autre, avec qui il a eu un enfant. Et il n'a pas osé informer son père. Et quelques années après, le père a eu vent du fait qu'il était déjà marié et qu'il avait un enfant. Donc furieux, le vieux... Qui le prend comme une humiliation. Voilà, oui, c'est une humiliation, oui, effectivement, parce qu'il avait pris des engagements vis-à-vis de cette dernière-là. Donc, du coup, il a utilisé toute sa science mystique, je dirais, pour faire revenir Dardar, Badina au pays, mais sans bagage. Oui. Voilà. Donc il arrive lui-même, il ne comprend pas comment il est arrivé, mais malheureusement, ça a eu un effet négatif parce que, au final, il n'a plus été l'homme qu'il était. Et il a sombré. Il n'a pas totalement perdu la tête, mais presque. Oui, presque. Parce que, bon, il vivait que dans son passé. Et donc, il n'a pas vraiment évolué. Pourtant, il avait une belle carrière. Voilà. Donc, au soir de sa vie, le vieux a eu quand même la décence, le père a eu la décence de demander pardon. Mais c'était vraiment tard. De se confesser, de demander pardon, voilà, d'expliquer qu'il était à la base de... Et ce sont des situations qui arrivent vraiment en Afrique. Oui. Et ces cas de mysticisme, on dira, on vous les relate très souvent. Très souvent. Alors, je ne sais pas si vous étiez disposé à les croire au départ ou au final, c'est la récurrence de la chose qui fait que... Oh non, pas du tout. Je suis africaine. Et donc, je veux dire, même si ce n'est pas mon histoire que je raconte, il y a des faits qui m'entourent, dont je suis témoin aussi. Et donc, je me dis, si ça peut arriver chez moi, ça peut arriver chez les autres, à des degrés différents, mais ce sont des faits qui existent. C'est vrai qu'on attribue le mysticisme à l'Afrique, mais même chez les Blancs, ça existe. Hein. C'est vrai qu'on se demande où vous tirez cette énergie et puis surtout pouvoir supporter autant d'histoires parce qu'on peut finir par... c'est des histoires qui peuvent vous polluer personnellement, en fait. Oui, mais en même temps, ce sont des histoires qui m'aident aussi. J'ai beaucoup appris à travers les coups de la vie. Les coups de la vie m'ont permis, moi, de corriger beaucoup de choses dans ma vie. Donc, c'est important de partager les expériences des autres. C'est une vraie thérapie. Dans quelques instants de cette thérapie, justement, juste après cette rubrique que vous aimez bien. Alors, il est question pour une personnalité publique, acteur, chanteur, artiste, homme politique, de nous parler d'un livre qu'ils aiment particulièrement. Je vous demande donc de suivre. Dis-moi ce que tu lis. Salut, c'est Léo du groupe Sans Façon à l'état civil Naounou Lagotier Di Mathieu. Je suis artiste zouglouman, auteur du fameux titre IV. Je suis tombé sur un livre comme ça quand j'étais en classe de seconde. Un livre du célèbre écrivain sénégalais qu'on appelle Sambène Ousmane.
Un livre qui m'a beaucoup marqué, d'autant plus qu'il traitait de la situation socio-économique de nos peuples africains. Il traitait aussi du contraste qui existait entre le modernisme et la vie traditionnelle. Dans ce livre, il s'agit d'un monsieur qu'on appelle Souleymane Dieng. Souleymane Dieng, un polygame qui vivait à Dakar, dans une contrée de Dakar, voilà, qui était licencié, un sans-emploi, mais qui avait 2 femmes. Le monsieur, il avait un neveu qui vivait en France, qui lui a fait un mandat. Dans le livre, on parle de mandat providentiel, d'une somme de 25 000 qu'il devait recevoir. Mais il faut dire que la somme ne lui appartenait pas. Hein. La somme appartenait à la sœur de ce dernier, qui lui a envoyé le mandat. Mais lui, Souleymane Dieng, il devait avoir dans ce mandat-là, il devait avoir que 2 000. Maintenant, lui, dans son indiscrétion, il a balancé la nouvelle. Et vous savez, au village, voilà, dans cette profonde pauvreté-là, tout le monde voit un mandat comme une issue de secours. Donc, il faut voir tout le monde devant sa porte le soir. Les gens lui demandaient crédit, venir emprunter de l'argent. Certains lui expliquent son problème. Lui aussi était un homme généreux, il ne refusait pas. Il a promis à toutes ces personnes ce qu'il n'aurait pas dû faire. Maintenant, le lendemain arriva, il prend son vélo pour la ville. Arrivé en ville, il veut retirer le mandat, on lui demande sa pièce d'identité, il n'a pas de pièce. Voilà. Donc on lui demande de faire une pièce d'identité. Le mandat qui était une source présumée de bonheur est devenu un calvaire. Les va-et-vient du village en ville, faire attestation d'identité, extrait de naissance, certificat de nationalité, l'argent même qu'il a dépensé dedans, ça dépassait déjà la somme du mandat. Vous savez, dans ce livre-là, l'auteur voulait faire ressortir la corruption de nos agents de l'administration. Ces agents de l'administration-là, ils avaient une manière de faire rouler les vieux-là dans la farine. Justement, eux-mêmes, là, ils sont fatigués, ils laissent le mandat là dans leurs mains. Donc c'est ce qui est arrivé à Souleymane Dieng. Arrivé à un certain moment, il a lâché prise et il n'a plus récupéré le mandat. Et il est devenu la risée du quartier en quelque sorte. Dans le livre, il a dit comme ça que l'honnêteté en Afrique est un délit. Et ce qui est encore ressorti comme citation, il a dit comme ça, la vérité qui divise les membres d'une même famille est un mensonge et le mensonge qui unit les membres d'une même famille est une vérité. Que les Africains se mettent à la lecture, surtout les jeunes de ma génération. Voilà, j'exhorte tout le monde à pratiquer la lecture, parce que la lecture, ça cultive. À travers la lecture, tu peux vivre des situations que tu n'as pas vécues, mais qui peuvent t'enseigner beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Voilà. Alors, avant la rubrique, on parlait donc de thérapie. Ouais. Donc, ces histoires qui ont été pour vous une thérapie, vous le disiez. Hein, pour moi et pour les lecteurs. Pour les lecteurs aussi. Alors, vous avez justement beaucoup de retours de lecteurs qui vous disent à quel point ces histoires les aident. Oui, bien évidemment. Souvent, je suis un peu triste parce qu'il y a des histoires comme ça. Je prends l'exemple d'une histoire qui est passée, je ne sais plus dans lequel des tomes, mais qui est passée en adaptation télé. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais depuis qu'on a lu ton histoire, on ne donne plus de l'argent aux mendiants. J'ai dit, non, mais ça, c'était un cas isolé. Voilà, c'était un cas isolé et je m'en veux d'avoir gâté le business des mendiants. Voilà, je dis pour voilà, effectivement, il y avait une moralité derrière, mais bon, ça ne veut pas dire que tous les mendiants... Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point la rubrique est suivie et que les gens tirent beaucoup de leçons à travers les coups de la vie. Et moi, c'est ma satisfaction. On va parler d'une autre histoire, la vérité 24 ans après. Et c'est pour ça que je disais, on parle souvent de portions de vie, on parle souvent de faits isolés, mais il y a des histoires qui parlent finalement de toute une existence. Oui. Et cette histoire-là, on est l'exemple. Oui.
Une femme qui, après 24 ans, apprend... Oui, mais en fait, ici, je voulais mettre en évidence la mauvaise influence des amis. Elle a eu une mauvaise amie qui lui a fait comprendre qu'il fallait absolument qu'elle ait des rapports sexuels. Donc, par curiosité, elle a voulu découvrir. Et malheureusement pour elle, elle est tombée enceinte. Elle est très jeune. Voilà, elle est tombée enceinte et elle n'a pas osé présenter l'auteur de la grossesse à ses parents. Et même l'auteur ne savait pas qu'il avait engrossé. Donc, elle a gardé le secret. Elle a souffert pendant 24 ans avant de dévoiler ce secret. Avant de retrouver cet homme-là qu'elle avait perdu de vue. Oui, effectivement. Et puis de finalement... En fait, elle a retrouvé, mais elle lui en voulait. Parce qu'elle a estimé qu'il avait gâché sa vie. Alors qu'il n'était même pas informé du fait qu'il avait un enfant. C'est des histoires qui sont parfois surprenantes. Oui, mais qui nous interpellent, qui nous éduquent, qui nous sensibilisent. C'est surtout ça. Il est question également de handicap, notamment dans Rejeté pour être né aveugle. Ça, c'est une histoire qui m'a personnellement fendu le cœur, mais bon, comme elle se termine plutôt bien, on a un petit sourire à la fin. En fait, Nadine a été surprise par... Lorsqu'elle a accouché et qu'elle a vu que son fils était aveugle et avait 6 doigts. Et tout de suite, elle a vu son monde basculer autour d'elle. Elle a perdu son fiancé et sa belle famille ne voulait plus d'elle. Donc on précise qu'elle vivait chez sa belle famille. Chez sa belle elle était très appréciée. Oui, très appréciée. Le mariage était en train de se préparer. Et lorsqu'elle a accouché, qu'ils ont découvert que l'enfant était handicapé, avec 6 doigts et aveugle, on l'a abandonnée. Donc, ça n'a pas été facile pour elle jusqu'à ce qu'elle ait l'ONG qui l'a aidée à se reprendre. C'était vraiment pas évident pour elle, mais comme tu l'as dit, l'histoire se termine bien. Voilà, on ne va pas dévoiler la fin de l'histoire, mais en tout cas, c'est une histoire très poignante. On parle toujours d'enfants avec Sacré Noya. C'est la nouvelle qui suit tout de suite dans l'ordre chronologique du livre. Donc, Noya, on revient toujours à ce côté-là un peu mystérieux, un peu mystique, un peu occulte. Mais là, bon, enfin, chaque histoire m'interpelle personnellement. Et pour cette histoire-là, je vois tout de suite la victoire de Dieu sur le diable. Voilà, une belle-mère qui faisait en sorte que son fils ne se marie pas. À chaque fois qu'il rencontre une femme, elle fait tout pour chasser cette dernière. Et elle est tombée sur une, mais qui avait vraiment toute sa vie en Dieu. Et donc, pour celle-là, ça n'a pas été facile. Donc, pour ne pas tout dévoiler, c'est la victoire de Dieu sur le diable. Je dirais ça comme ça. Je l'ai dit, hein, ces histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les thèmes abordés sont vraiment différents, ils sont divers. Il y a l'histoire, par exemple, le karma, moi, qui m'a particulièrement fait plaisir. Donc, il est question d'abus également. On parle la loi du karma, oui. Voilà, d'abus physiques sur mineurs. Effectivement. D'inceste également. D'inceste et puis de violence. De violence parce qu'il battait son épouse, il violait sa fille, il était très violent et il a payé à ses dépens. Très bien. Dernière rubrique de cette émission, on retrouve Renaud Kobia qui est dans les rues de Yopougon pour une question, un livre. Le principe, il est simple. Si vous avez la chance de le retrouver avec sa caméra et son micro, il vous posera une question. Et si vous avez une bonne réponse, eh bien, vous remportez un livre. Coucou Eva, nous sommes dans la commune de Yopougon, très précisément au carrefour sapeurs-pompiers. Vous la voyez derrière nous, la tour du groupement des sapeurs-pompiers de la commune de Yopougon. Et c'est ici que nous allons essayer de faire gagner ces 2 livres aux personnes que nous allons rencontrer. La première œuvre s'intitule Symphonie, c'est un recueil de poèmes qui a été écrit par Migoné B. Sinclair. Et la deuxième œuvre, c'est Un oiseau dans l'orage, œuvre qui a été écrite par Michel JJ. Et la question à laquelle nous allons soumettre nos participants, c'est celle-là. Qui a écrit L'amour en transe? Est-ce Alain Eoussou, Soulé Abeni Fatia ou Louis-Ferdinand Céline? Eh bien, la bonne réponse, sachez que c'est Alain Eoussou. Eh bien, on va maintenant vers les personnes que nous allons rencontrer pour savoir si elles vont nous donner la bonne réponse. Suivez-nous. Je crois que c'est Louis Ferdinand. Son nom même là,
Ça fait un peu amour façon faire, Zinan. Ça me rappelle, ouais. Soulé Fatia. Soulé Fatia. Soulé Fatia. Et toi? Soulé Fatia. Soulé Fatia. C'est le nom que j'ai pu vraiment retenir. Lui Ferdinand. En tout cas, moi, il y a tout que c'est lui. Alain Oussou. Alain Oussou. C'est Alain et Oussou. T'as trouvé? Retour sur le plateau et dernière ligne droite d'ailleurs. Nous sommes avec notre autrice. Autrice ou auteur? Les deux se disent. Moi, je suis de la vieille école. Donc, auteur pour vous. Auteur. Onzata Ouattara qui signe le tome 7 de son œuvre à succès, on dira, Les coups de la vie. Et finalement, les coups de la vie, je pense que c'est une œuvre qui ne s'arrêtera pas parce que des histoires, on en vit tous les jours, des histoires de plus en plus compliquées, Oui. le monde évolue, donc les problématiques sont nouvelles. Oui, mais j'ai déjà les éléments pour le tome 8. Ah. C'est pour vous dire à quel point il y a de la matière, en fait. Parce qu'on ne cherche pas loin, c'est ce qu'on vit au quotidien. On a comme l'impression que les coups de la vie, c'est quelque chose d'extra. Non, c'est ce qu'on vit au quotidien. Mais bon, des faits assez insolites quand même. Parce que si c'était ordinaire, c'est sûr que ça n'allait intéresser personne. Voilà, donc c'est quand même des faits vécus. Donc voilà, quand le défunt se déchaîne, par exemple, à l'Afrique, pour l'amour d'une femme, Génération pressée. Ouais, ce sont ça, des c'est un nouvelles... thème d'actualité, Génération Exactement. pressée. La cybercriminalité, le gain facile, la recherche du gain facile. Jeu d'enfant, une vie trop courte, on l'a dit. 17 nouvelles que vous allez retrouver dans Les coups de la vie, tome 7, signé Onzata Ouattara, disponible chez tous les libraires. Oui, c'est cela. Édité, à Maison, les éditions Mouna. Mouna, dont vous êtes propriétaire également. Oui, c'est cela. Félicitations. Merci, Eva. Nous sommes déjà au terme de notre émission. Dernier mot. Alors, j'invite tout le monde à se procurer Les coups de la vie. Comme j'ai pour habitude de dire, Les coups de la vie, c'est vrai, c'est une œuvre qui nous distrait, mais en même temps, c'est une œuvre qui nous éduque, qui nous sensibilise, qui nous interpelle sur les faits de société et donc qui nous permet aussi de mieux nous orienter dans la vie. Et donc, je vous invite à lire Les coups de la vie pour corriger beaucoup de choses dans votre vie. Très bien. Merci Onzata Ouattara. Merci à vous, très chers téléspectateurs, toujours fidèles à l'émission littéraire sur RTI 1. Merci à toutes les équipes de production avec à la tête Jacques Brou et Larios Cobon. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même canal. Au revoir. Merci.